À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, le Bureau des services stratégiques anglais publie le manuel de sabotage, compilant des techniques pour détruire des organisations ennemies depuis l'intérieur. Il sera même repris par la CIA. Parmi les techniques renseignées, on peut retrouver le fait de miner le moral des équipes, mettre en avant des problèmes sans conséquences, réexaminer chaque décision ou encore encourager la peur de l'erreur. Ça te parle ? C'est normal. Certains de ces principes sont encore utilisés aujourd'hui dans les entreprises. Elles utilisent un principe créé pour détruire la concurrence au sein même de leur entreprise. C'est en gros la définition de la contre-productivité. Et si tu te demandes si ces techniques fonctionnent, je peux t'assurer que le Bureau des services stratégiques a bien fait son boulot. Les burn-out liés au travail ont triplé et atteignent maintenant près de 2,5 millions de personnes rien qu'en France. Le burn-out, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Et il est directement lié à la dégradation du rapport qu'un salarié peut avoir à son travail, causant un mal-être professionnel chronique. Mais alors, qui est concerné par le burn-out ? Eh bien, selon Santé Pratique Paris, tout le monde. Il touche tous les corps de métier, autant les hommes que les femmes. Et si tu veux savoir comment ça se déclare, c'est pas compliqué. C'est directement lié aux conditions de travail. On peut y associer la surcharge de travail, le manque de reconnaissance, le sentiment de manque d'équité et bien d'autres. Le burn-out se caractérise par de l'anxiété, de l'agressivité, des comportements addictifs, des troubles, et malheureusement, la liste est encore longue. Proche du burn-out, grand nombre de salariés font face au brown-out, rapporté par la perte de sens au travail. On parle même d'extinction des feux. Selon l'anthropologue David Graeber, 37 à 60% des emplois rémunérés seraient en effet des jobs à la con, c'est-à-dire des jobs qui n'apportent aucune contribution significative au monde. Plus connus sous le nom de bullshit jobs, ce sont des tâches inutiles, superficielles et vides de sens. D'ailleurs, il théorise 5 groupes de bullshit. Pour te faire une idée, on y retrouve les larbins. Il y citera l'exemple des portiers, en appuyant le fait que les interphones ont pris en charge ces fonctions dans tous les autres immeubles. Il y a aussi les porte-flingues. Il s'agit de boulots qui n'existent que parce qu'ils ont été créés par quelqu'un d'autre. Par exemple, il explique qu'un pays n'a besoin d'une armée que parce que les autres pays en ont une. Le troisième groupe s'appelle les rafistoleurs. Ils réparent et arrangent ce que d'autres dérangent au-dessus d'eux. En soi, ils sont là pour régler des problèmes qui ne devraient même pas exister. On retrouve également les cocheurs de cases, des employés dont la seule ou principale raison d'être, c'est de permettre à une organisation de prétendre faire quelque chose qu'en réalité, elle ne fait pas. Et les petits chefs, divisés en 2 catégories. Ceux convaincus que leur équipe pourrait très bien réaliser leur mission sans eux, ou ceux qui donnent des missions à la con. Mais alors, ces bullshit jobs entraînent le burn-out, mais qu'est-ce que c'est ? Encore moins connu que le burn-out, et pourtant déjà très présent, le burn-out, c'est une incompréhension du monde du travail de plus en plus prononcée. C'est une maladie du désengagement au travail qui résulte d'un sentiment d'inutilité. C'est-à-dire qu'une personne en burn-out va avoir l'impression d'exercer chaque jour des missions sans utilité, et parfois même en conflit avec ses propres valeurs. En d'autres termes, les personnes qui pensent avoir un bullshit job. Et ça mène à de la démotivation, du désengagement, et même parfois à de la dépression. Tous ces termes, burn-out, brown-out ou encore bore-out, tu les connais peut-être aujourd'hui, mais il y a 20 ans, ils n'avaient pas la même notoriété. Ils n'étaient pas utilisés, ou du moins ils n'étaient pas pris au sérieux. Le burn-out est passé de l'ombre à la lumière. Malheureusement, depuis le 21e siècle, les cas se multiplient sans cesse, et des augmentations conséquentes se font ressentir. Et on ne peut plus l'ignorer. 490 000 en 2015, en 2021, on parle de 2 millions de personnes, jusqu'à atteindre 2,5 millions de personnes cette année. Mais alors, tu viens sûrement à te demander pourquoi les entreprises cherchent-elles à s'autodétruire en détruisant psychologiquement leurs employés. C'est vrai que dit comme ça peut paraître illogique. Et si tu veux savoir, ça l'est. On est d'accord. Une entreprise attend que ses salariés répondent à des demandes rapidement, efficacement et qu'elles soient qualitatives. Sauf qu'elle va très souvent chercher ce concept du toujours plus. C'est-à-dire y répondre encore plus vite, plus efficacement et qu'elles soient encore plus qualitatives. Et là, on souligne un problème. Parce qu'à attendre toujours plus, à un moment, on reçoit plus rien. La succession de situations de stress professionnel provoquées par ce toujours plus, c'est ce qui crée le burn-out et va engendrer l'inactivité du salarié. Il sera plus souvent absent, sera désengagé de son travail, baissera sa productivité et la qualité de celui-ci. En conclusion, c'est néfaste pour l'entreprise comme pour ses salariés. Mais alors, que faire pour retourner la tendance ? Je pourrais te donner des méthodes pour essayer d'y échapper, comme te donner à 80%, mettre de la distance avec ton travail pour ne pas être malheureux en cas de décision hiérarchique injuste, ou de déni de mérite, ou encore chercher des activités épanouissantes en dehors de ta vie pro. Alors oui, ça peut être bénéfique, mais est-ce que ça résoudrait vraiment le problème ? Beaucoup d'entreprises commencent à se questionner sur des systèmes à mettre en place. Des PDG soulignent l'environnement exemplaire de leur entreprise, réinventé et repensé pour rendre le travail des salariés plus agréable. Certains repensent carrément l'ergonomie des espaces en créant des open space intelligents. Idée d'ailleurs fortement soutenue par Alain Diribarne, directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans l'organisation du travail. Il nous parle aussi de bureaux régénérants qui s'adaptent aux besoins de chacun et aux salles de repos. Néanmoins, selon une enquête récente, 60% des mesures de réorganisation n'apportent aucune amélioration. Et celles qui en apportent sont loin d'être à la hauteur des attentes.
D'autres boîtes mettent en place des groupes de soutien où les employés ont la possibilité de se retrouver et de pouvoir discuter de leurs ressentis sur l'environnement de travail de l'entreprise. Certaines fois, des plateformes sont aussi créées pour permettre de relever des problèmes sous anonymat. Une personne qui m'a beaucoup inspiré sur ce sujet, c'est Frédéric Laloux, écrivain et ancien partenaire associé chez McKinsey. Il a publié un livre sur l'organisation Opal. C'est une organisation pensée et repensée dans le but de créer le meilleur environnement de travail possible. Ce système a d'ailleurs été repris des centaines de fois par des entreprises partout dans le monde. Il les appelle les entreprises libérées, c'est-à-dire des entreprises où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Partant de ce principe, il supprime le contrôle, la surveillance et la hiérarchie. Bien évidemment, Frédéric Laloux appuie qu'il ne prône pas l'anarchie, mais le savoir-vivre et une vision de l'entreprise claire. D'ailleurs, une carte Google Maps a été créée, spécialement dédiée à la géolocalisation des entreprises qui l'ont adoptée. En France, on en retrouve une cinquantaine éparpillées un peu partout dans le pays, comme le Michelin de Clermont-Ferrand, le Web à Trio à Paris, qui a créé une entreprise participative et sans hiérarchie de pouvoir depuis sa création. Ou encore SameWeb, une agence digitale basée à Grenoble qui fonctionne sur un principe totalement horizontal et sur la liberté de décision et d'autonomie de ses membres. Néanmoins, même si certaines entreprises commencent à se poser des questions et à chercher des solutions pour pallier ce problème, beaucoup ne s'y sont pas penchés et ne s'y pencheront sûrement jamais. Alors, la question qu'on vient à se poser, comment éveiller les esprits de tous sur cette situation qui ne cesse de s'empirer? Et est-ce que les entreprises qui ont actionné un changement le feront perdurer?